Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Copé-Fillon, Fillon-Copé, l'UMP aura-t-elle un chef dans les heures, peut-être les minutes qui viennent? Le président de la commission électorale interne a envisagé d'aboutir avant 20h à l'issue d'un recomptage toujours contesté par les deux camps. Page spéciale bien sûr dans le 19h ce soir avec plusieurs invités des deux tendances évidemment de l'UMP. François Hollande face aux maires des départements et collectivités d'outre-mer. Intervention il y a un instant à l'hôtel de ville de Paris, à la veille de l'ouverture du congrès des maires de France. Le chef de l'État fustige les pays qui veulent un rabais sur le budget européen. L'Union européenne qui appelle à un cessez-le-feu immédiat des hostilités en Israël et dans la bande de Gaza. 21 morts palestiniens à déplorer aujourd'hui dans une série de nouveaux raids. Le secrétaire général de l'ONU va rencontrer le Premier ministre israélien et le président palestinien pour tenter d'obtenir une trêve. Crise ouverte à droite, donc la désignation d'un vainqueur, la désignation attendue d'un vainqueur ce soir, permettra-t-elle de surmonter ce que certains au sein même de l'UMP qualifient de farce? Dès ce matin, Alain Juppé avait appelé les candidats à la paix, estimant que l'existence même du parti était en jeu en raison, dit-il encore, de la tournure prise par cette confrontation lamentable. La commission interne du parti, la COCOE, avait repris ses travaux ce matin après une interruption durant la nuit, mais le comptage des voix est une mission très délicate quand les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir bourré les urnes. Joachim Rob. Confusion et guerre des nerfs à l'UMP. La commission de contrôle des opérations électorales réunie depuis ce matin au siège du parti n'a toujours pas proclamé de vainqueur. Du coup, les partisans de chaque camp continuent de revendiquer la victoire. Ça se passe correctement, il n'y a pas de tension comme cette nuit, voilà, mais c'est long parce que s'il faut reprendre les procès-verbaux de chaque circonscription, refaire les calculs de tous les départements. Bon, il y a un ou deux départements où on peut peut-être dans la journée redemander le comptage des bulletins sur place. Donc voilà, il faut un peu de temps. La commission siège à huis clos, mais aujourd'hui, François Fillon et Jean-François Copé y ont chacun dépêché en plus 4 observateurs pour contester toute irrégularité, car chaque camp accuse l'autre de fraude électorale. On a mis en exergue le problème de Nice. Il est avéré à cette heure qu'il y a bien eu une irrégularité à Nice. Il appartient à la commission de la trancher. Le camp Copé conteste les résultats de 4 bureaux de vote, 1 à Paris et 3 dans les Alpes-Maritimes. Ce que nous demandons, c'est que ce soit retiré du résultat. On ne peut pas imaginer qu'une fraude reste sans conséquence. De leur côté, les soutiens de François Fillon contestent les résultats de 4 fédérations et estiment toujours que leur champion a décroché la victoire. Sur 94 000 inscrits, à 7 heures, François Fillon avait 2600 voix d'avance. 94 départements, 2600 voix. Non, 94 000 inscrits, les 2 tiers des départements environ, et 2600 voix d'avance. Poker menteur et guerre des nerfs, l'UMP se serait bien passé de ce psychodrame, mais tente de dédramatiser. Le chaos pour moi serait été si 20% des militants s'étaient déplacés. Ils se sont déplacés à plus de 60%. Par moment, la démocratie, c'est l'incertitude, vous le vivez en direct. Une incertitude qui pourrait se prolonger tard dans la soirée. Alors où en sommes-nous à cet instant précis? Nous retrouvons sur place devant le siège de l'UMP, Oriane Mancini. Oriane. Ici, au siège de l'UMP, c'est le statu quo. Statu quo parce qu'à l'heure où je vous parle, la COCOE, la fameuse commission de contrôle des opérations électorales, chargée de valider les résultats de cette élection, est toujours réunie au-dessus de moi, au 2e étage du siège de l'UMP. Une COCOE, je vous le rappelle, où siègent des représentants de Jean-François Copé et de François Fillon, à part égale, 4 représentants pour chaque camp. Et selon nos dernières informations, il reste encore une quinzaine de départements à valider. Et parmi ces départements, des endroits sensibles où l'on constate une situation de blocage. Alors dans chacun de ces endroits sensibles, chaque camp refuserait de valider les procès-verbaux favorables à l'autre camp. Ainsi, dans le camp Copé, on refuse de valider les procès-verbaux de 3 bureaux de Nice ainsi que du 16e arrondissement de Paris. Des endroits bien sûr favorables à François Fillon. Et dans le camp Fillon, on ne valide pas
voilà les résultats des Bouches-du-Rhône, un département favorable à Jean-François Copé. Alors, la situation, cependant, semble se débloquer peu à peu. On vient tout juste de l'apprendre. La Seine-et-Marne, le fief de Jean-François Copé, puisque Jean-François Copé est maire de Meaux. Dans la Seine-et-Marne, les résultats viennent tout juste d'être validés. Vous l'avez compris, Michel, ce n'est pas dans les minutes qui viennent que nous connaîtrons ici le successeur de Nicolas Sarkozy. Et désormais, tout le monde ici n'attend plus qu'un seul homme, Patrice Gélard, le sénateur de Seine-Maritime, président de cette fameuse COCOE. C'est lui qui viendra s'exprimer juste derrière moi à ce pupitre dès que les résultats seront enfin connus et validés. C'est lui qui viendra donc enfin lever le suspense. Okay. Merci Oriane. En tous les cas, évidemment, depuis ce matin et même depuis la nuit dernière, les commentaires politiques vont bon train dans tous les camps. Le bras de fer Copé-Fillon est déploré par le Parti socialiste. Intervention aujourd'hui d'Harlem Désir, le premier secrétaire. Aujourd'hui, la situation de l'UMP est marquée par la confusion, la contestation et la division. Confusion sur les votes, et je voudrais souligner le très grand contraste avec nos primaires qui ont été absolument exemplaires, avec leur organisation, avec leur transparence. Confusion sur les valeurs, confusion sur l'attitude vis-à-vis de l'extrême droite et sur les alliances. Je déplore que l'UMP soit aujourd'hui totalement tournée vers elle-même et vers sa guerre des chefs. La droite est sous nos yeux coupée en deux, mais elle est surtout coupée des Français, très éloignés de leurs préoccupations. Voilà, et cette crise à l'UMP peut ouvrir des perspectives favorables à François Hollande, également à l'UDI de Jean-Louis Borloo, également au Front National, bien sûr, de Marine Le Pen. Débat à suivre dans un instant sur ce plateau avec nos invités Geoffroy Didier et Jean-François Legaret de l'UMP, mais de deux tendances différentes. Yves Pozzo-di-Borgo de l'UDI est également avec nous, ainsi que le politologue spécialiste du centre et de la droite, Thomas Guénolé. On reparle ensemble, messieurs, dans un instant. Nicolas Sarkozy sera entendu jeudi à Bordeaux par le juge d'instruction en charge de l'affaire Bettencourt. Selon le Figaro, plusieurs dates avaient circulé. Manifestement, ce sera cette semaine. Le magistrat enquête sur d'éventuels financements illégaux de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy de 2007. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, Manuel Valls affirme que la détermination du gouvernement est totale. 2 jours après la manifestation d'opposants, dont certains d'ailleurs entendent rester sur le site, force restera à la loi, prévient le ministre de l'Intérieur. La présence samedi de nombreux responsables d'Europe Écologie Les Verts, comme du parti de gauche, crée de nouvelles tensions politiques. Flora Sauvage. C'est un dossier de plus en plus encombrant pour le Premier ministre. Ancien maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault a toujours soutenu le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais le sujet cristallise les oppositions au gouvernement, notamment chez ses partenaires d'Europe Écologie Les Verts. Et le dossier menace de devenir une épine dans le pied de Jean-Marc Ayrault, car les écologistes ne sont pas prêts à classer l'affaire. On n'a jamais vu une majorité à 100% d'accord. Alors à ce moment-là, ça ne serait plus de la démocratie. Nous ne sommes pas à la botte d'un parti. De son côté, le Front de gauche ne participe pas au gouvernement, mais l'opposition au projet d'aéroport est la même. François Hollande devrait prendre des leçons de son grand prédécesseur qui a été François Mitterrand, qui avait su justement abandonner un certain nombre de projets absurdes, que ce soit Plogoff ou le camp du Larzac. Le Parti socialiste va-t-il finir par gouverner seul, sans ses partenaires écologistes et avec l'opposition frontale des communistes? Tout dépendra de la réponse du gouvernement sur la question de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a affirmé aujourd'hui que la détermination du gouvernement était totale. Le PS, notons-le, va lancer une campagne d'affiches sur les réalisations depuis mai, l'emploi avec les contrats d'avenir, la jeunesse, l'éducation, le logement ou encore l'industrie avec la banque annoncée d'investissement, la banque publique d'investissement, sont les thèmes retenus par le Parti socialiste. Les OGM, ce n'est pas la vraie solution. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, s'est exprimé aujourd'hui devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Les élus voulait tirer les enseignements de l'étude contestée du professeur Seralini, vous le savez, sur les rats alimentés par du maïs transgénique. Cécile Sixou. Journée grand oral pour le professeur Seralini. Depuis la publication en septembre dernier de ses travaux sur les dangers des OGM, il est pour la première fois officiellement confronté à ses contradicteurs. J'ai déjà vu un certain nombre de lobbyistes arriver, donc je me sens dans l'arène. Il est clair qu'on voudrait jeter aux orties une étude qui a duré 5 ans. Et effectivement, dans la salle, les échanges ont parfois été houleux entre partisans et opposants de l'étude.
Alors, prenons un pesticide quelconque. Fournissent, bien sûr. Attendez, je parle d'un pesticide en forme... Attendez, laissez-moi terminer la question. L'expert qui va faire, les experts qui vont faire les rapports ont les dossiers. Mais je sais bien. Mais au-delà des controverses scientifiques, c'est la mission démocratique de ces auditions publiques que saluent les parlementaires. Sans faire éclater la vérité, ça permet d'échanger des arguments et ça permet de relativiser les arguments des uns et des autres ou de voir des directions législatives ou de voir des possibilités d'évolution de la législation. Effectivement, ces débats pourraient permettre d'aller plus loin, comme le propose déjà Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. Tout ça doit être reformaté. C'est tout l'engagement que j'ai pris aussi devant la Commission. Et j'irai cette semaine, en fin de semaine, à Munich et j'en discuterai avec la ministre allemande. Le ministre de l'Agriculture souhaite négocier une position franco-allemande commune sur la législation autour des OGM. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est arrivé au Caire pour apporter son soutien aux efforts menés par l'Égypte en faveur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza. Notons qu'il doit rencontrer dans les jours qui viennent le Premier ministre israélien ainsi que le président palestinien. L'Union européenne, de son côté, appelle à un cessez-le-feu immédiat. Les 21 morts du jour côté palestinien font monter le bilan humain à plus de 100 vies perdues dans la bande de Gaza. L'enclave palestinienne n'offre aucun abri à la population. Les invités du 19h, donc Geoffroy Didier et Jean-François Le Garret de l'UMP, donc le sénateur Yves Pozzo-di-Borgo de l'UDI, de Jean-Louis Borloo et le politologue Thomas Guénolé. Alors comment d'abord, messieurs, est-ce que vous qualifiez le spectacle toujours donné ce soir par l'UMP? On ne sait pas si on aura un président à la tête de votre parti, Geoffroy Didier. Quelles sont vos informations? Écoutez, par ailleurs? Ce sont des choses qui arrivent. On sort d'une très belle campagne où on a deux talents. Au sein d'une compétition interne démocratique. Effectivement, nous offrons un autre visage que celui du Parti socialiste, où Martine Aubry a choisi son successeur dans l'arrière-cuisine de la rue Solferino. Nous offrons aux Français le visage de la démocratie. Et il arrive effectivement que dans le jeu de la démocratie, on soit à 50-50. Jean-François Copé. C'est moins le score qui pose problème que ce qui suit, les invectives entre partisans de camp séparés. On va le voir dans un instant. Mais quand Alain Juppé dit que c'est une confrontation lamentable, il n'a pas la même lecture des événements que vous. La démocratie n'est jamais lamentable. Et si le jeu de la démocratie offre un visage 50-50, laissons sereinement la commission en charge des opérations électorales de donner son verdict. Jean-François Copé a dit qu'il avait gagné. Moi, je suis un soutien de Jean-François Copé. Je pense que Jean-François Copé a gagné. Et d'ailleurs, les travaux de la COCOE, qui sont en cours, démontrent heure par heure qu'effectivement, le gagnant, c'est Jean-François Copé. Mais laissons effectivement le verdict final de la commission des opérations électorales. Et puis après, nous n'aurons plus qu'un seul adversaire, c'est la gauche. Jean-François Le Garret, est-ce que vous redoutez, vous, ce verdict annoncé, sachant que François Fillon, de votre côté, a également proclamé sa victoire? Je ne redoute aucun verdict. Je pense qu'on est dans une situation inédite. C'est vrai, 50-50. C'est à la COCOE qui revient la lourde responsabilité de déterminer quel sera le petit nombre de voix qui départagera les deux candidats. Mais ça ne suffira pas pour l'après. Mais si, il faudra bien que chacun retrouve la sagesse et se range derrière le nouveau président. Il ne peut pas y avoir deux présidents de l'UMP. Donc voilà, on est dans une situation inédite. Et dans une lutte fratricide. Hein. Oui, une lutte fratricide où, au terme d'une belle campagne, je le confirme, on a les militants se sont exprimés en toute liberté. Ben voilà, on aboutit à ce résultat qui est très 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 disputé. C'est déjà arrivé au Parti socialiste, on l'a un petit peu oublié. Il y avait eu de longues heures de récollement des votes, comme cela avait été dit. Et ils s'en sont remis. Écoutez, on est dans une situation un peu analogue. On l'a pas fait exprès. Ni Martine Aubry n'avaient proclamé leur propre victoire. On ne l'a pas fait exprès. Les deux pensaient avoir gagné. Honnêtement, attendons sereinement et puis nous verrons bien. Alain Juppé propose une instance de réconciliation, un peu comme au pays de l'apartheid, messieurs. La lutte fratricide engendre la haine. Et vous dites. Mais Alain Juppé a raison. Vous vous dites confiant pour une réconciliation. Mais oui, bien sûr. Certains disent c'est l'éclatement de l'UMP. Mais non, c'est pas l'éclatement. Il y a une confrontation. Elle est totalement démocratique. Elle aboutit à un résultat extrêmement serré. Tous ceux qui ont fait de la politique, qui ont été candidats une fois dans leur vie et qui ont été confrontés à un résultat extrêmement serré,
Français savent que ça suscite de la fébrilité, c'est normal, c'est démocratique, ça n'a rien de malsain. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, une fois que le résultat sera proclamé, eh bien, tous les UMP se rassemblent. Malgré la fracture que révèle ce scrutin, Geoffroy Didier, manifestement une droitisation quand même, qui n'était pas attendue. Pardon, M. Grossière, mais vous utilisez des mots que je n'emploierai pas. Vous parlez de fracture, vous parlez de lutte fratricide. Moi, je vous parle de démocratie. Je vous parle effectivement de 50-50. Nous verrons bien. Moi, je vous parle de sérénité, d'apaisement et de rassemblement. Ces 50-50 qui ont un sens, parce que ça n'était pas effectivement le résultat attendu. Et on voit quand même là une division en deux. Alors là, vous ne contestez pas qu'il y a effectivement une droitisation de l'UMP. C'est ce que vous défendez, vous, d'ailleurs. Et bien sûr, mais ce que j'observe, c'est qu'il y a une fracture entre les commentateurs. Elle est là, la fracture. Elle n'est pas entre Jean-François Copé et François Fillon. Elle est entre ce qu'on nous avait dit, les pronostics, et puis la réalité. Et la réalité, c'est qu'effectivement, Jean-François Copé a fait une très belle campagne et qu'il a dit les choses telles qu'elles sont sur le terrain et que les militants lui ont sacré. Jean-François Légaré, est-ce que vous reconnaissez la contre-performance de François Fillon, même si on verra s'il est désigné vainqueur ou pas? Quand bien même il gagnerait, elle est avérée en fait, la contre-performance de François Fillon. Alors, je pose la question à M. Légaré. La mobilisation des militants a été bonne. Je crois que le taux de participation est bon. Il y a eu des difficultés. Là, je vous parle du résultat de François Fillon. Attendez, il y a des difficultés pratiques dans certains bureaux sur l'organisation. Je crois qu'il faudra en tirer des leçons. Je crois que la campagne a été une belle campagne. On a même eu un débat télévisé, Copé contre Fillon. Donc la médiatisation a été très forte. Les uns et les autres, parce que certains disent qu'il faut revoter. Ça me paraît techniquement difficile. De toute façon, on s'en remettra aux décisions de la COCOE, qui est seule, qui est souveraine sur l'organisation du vote. Votre lecture, comme chercheur et politologue, de ce qui se passe actuellement à l'UMP. J'ai entendu plusieurs choses intéressantes, j'avoue. C'est toujours très agréable de pouvoir être au contact des praticiens quand on est soi-même observateur, je dois vous l'avouer. Il y a une première chose, vous parliez du résultat décevant de François Fillon par rapport aux attentes. Mais de quelles attentes on parle? On parle des attentes qui ont été mesurées par les instituts de sondage et qui annonçaient un score quasiment de maréchal à François Fillon. On est bien d'accord. Je voudrais rappeler que là-dessus, les grands perdants, c'est pas François Fillon, ce sont les instituts de sondage et, dans une certaine mesure, ceux des... les sympathisants, pas les militants forcément. C'est ça, c'est-à-dire que ça pose un problème de méthode qui a été utilisé, c'est que dans ces cas-là, les sondages, c'est même pas qu'il faut les sortir et préciser que c'est pas le bon échantillon. À partir du moment où c'est pas le bon échantillon, il faut même pas les sortir. C'est le premier point. C'est pas la première fois que ça arrive avec les sondages. Non, ce n'est pas la première fois. C'était pareil pour Europe Écologie, leur primaire, et c'était pareil pour la primaire socialiste. Donc là-dessus, il y a un vrai problème. Oui, et c'était pareil aussi pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Non, je ne peux pas dire ça, parce que là, l'échantillon... Sur 400 sondages qui ont été effectués, il n'y en a pas un qui a donné le score aussi élevé que Nicolas Sarkozy a finalement obtenu. C'est que pour la première fois, vous qui suivez la droite, il n'y a pas de leader naturel aujourd'hui. Si, il y en a un, c'est Nicolas Sarkozy. D'accord. Et c'est lui, finalement, le vainqueur de ce scrutin à 50-50 ? Bah oui, parce qu'il aurait fallu que l'un des deux, l'un des duellistes se détache très nettement pour que la question du retour possible de vous savez qui soit réglée négativement pour le principal intéressé. Donc ça n'a pas été le cas. Sinon, l'expression droitisation, je voudrais juste préciser que moi je ne sais pas ce que ça veut dire droitisation, parce qu'il y a plusieurs droites. Droite sociale, droite libérale, droite morale, droite sécuritaire. La droite décomplexée, c'est un peu la droitisation en même temps. Non, il y a une ligne de frontisation, ça elle existe. Je vais être très clair sur ce que ça veut dire. D'un mot, oui, expliquez le mot. C'est vous récupérez et vous faites vôtre les diagnostics du Front National sur la société française, quitte à leur appliquer éventuellement des réponses républicaines. Alors, vous dites le vainqueur, c'est le gagnant, oui. Celui qui peut en profiter, en tirer avantage demain, éventuellement, s'il a envie de revenir, c'est Nicolas Sarkozy, mais il y a d'autres personnes qui se frottent les mains aujourd'hui. On l'a vu, il y a Marine Le Pen, et puis peut-être aussi Jean-Louis Borloo, d'une façon un peu plus discrète. Yves Pozzo-di-Borgo, est-ce que c'est une bonne affaire pour l'UDI que cette fracture politique au sein de l'UMP, sachant que certains sénateurs UMP avaient déjà dit si Copé est élu demain, on rejoindra Borloo. D'abord, je ne crois pas que l'on puisse construire quelque chose sur les décombres de quelqu'un d'autre. Et je ne pense pas qu'on puisse se satisfaire de quelque chose qui ne va pas. N'oubliez pas qu'en ce qui concerne l'opposition, on est en train de se reconstruire. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Parce qu'on a 5 ans pour se reconstruire et d'autres personnalités vont apparaître. Et moi, je trouve que ce qui se passe est une très bonne chose.
Il y a une remarque plus générale que je ferai, c'est aujourd'hui le politologue qui la fasse, c'est que depuis que la Ve République existe, on a laissé faire l'organisation des votes au sein des partis, et ça n'a jamais existé. On l'a bien vu avec le congrès de Reims il y a quelques années, c'était vraiment une pétodière fantastique avec des tricheries extraordinaires de la part du Parti socialiste. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? C'est d'ailleurs un problème de nouvelle génération, que petit à petit, l'ensemble des partis, les primaires du Parti socialiste, ce qui se passe à l'UMP, la nouvelle génération dit, mais écoutez, faisons comme dans les grands pays européens, comme en Amérique, où il y a vraiment des primaires, et faisons en sorte qu'au sein des partis, la démocratie existe. Juppé, bon, j'ai rien contre M. Juppé, je ne vais pas m'impliquer ce qu'il dit, mais enfin, c'est quand même surprenant que quelqu'un qui fait partie de cette vieille génération, qui n'a jamais été élu par un débat vraiment interne au sein d'un parti, puisse dire, écoutez, c'est scandaleux la voix, c'est scandaleux les élections. Moi, au contraire, je me félicite. Je le dis à mes collègues UMP, je me félicite qu'il y ait justement cette montée des volontés démocratiques au sein d'un parti, un parti qui est important en plus, qui est notre partenaire. Si vous pouvez en tirer avantage pas du tout, parce que je regrette. Pas du tout, parce que je considère que si jamais on en tire avantage, c'est pas tout simplement nous saurons nous offrir aux Français un courant politique qui soit intéressant pour les Français. Et ce n'est pas du tout parce que nos collègues de l'UMP seront en difficulté que nous en profiterons. Parce néanmoins, vous dites ce soir, est-ce que c'est la fin de la fiction d'un grand parti unique de la droite? Bien sûr, mais depuis toujours on le dit. Moi, jamais je suis. Non, mais pas du tout. Mais depuis toujours on le dit. Et bien sûr, là, je peux dire qu'évidemment, il y a deux candidats, mais ça, c'est la démocratie. Et on dit depuis toujours, mais il fallait pas attendre ce soir pour le dire. Depuis 2002, moi, je dis que c'est une erreur d'avoir fait un parti unique. La preuve, on l'a bien vu quand on analyse la Ve République et surtout lorsqu'on analyse les élections du XXe siècle. Le plus grand succès historique d'un Parlement, c'est en 93, quand l'UDF et le RPR, tous les deux, ont eu une chambre bleue extraordinaire. Dernière question, tiens, Geoffroy Dillier. Il y a quelques temps de cela, quelques années maintenant, vous étiez sarkozyste de gauche. Comment est-ce que vous êtes passé à la droite décomplexée? J'avais travaillé en tant que collaborateur de Brice Hortefeux, qui, comme chaque téléspectateur le sait, est un sérieux gauchiste, à rassembler les sarkozystes. Vous avez mis en avant cette image-là. Qu'est-ce qui vous a fait évoluer? Au-delà des clivages partisans. D'abord, premièrement, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'essaie de ne pas faire partie des imbéciles. Deuxièmement, je n'ai jamais été de gauche, et Brice Hortefeux, pour qui je travaillais au sein de ce mouvement, n'a jamais non plus été de gauche. Non, mais sans faire toute votre histoire personnelle. Et troisièmement, vous m'interrogez à titre personnel, je vous réponds à titre personnel, parce que sinon ça ne sert à rien. Bien sûr, mais sur et troisièmement, je pense qu'aujourd'hui, nos militants, nos adhérents ont besoin enfin d'un message d'une droite fière d'elle-même, fière de ses valeurs, décomplexée, comme le dit Jean-François Copé. Que peut-être François Fillon n'a pas senti venir. Écoutez, cette droitisation, Monsieur Le Garret. D'abord, la prochaine échéance que nous avons à affronter, c'est les élections municipales. La reconquête des grandes villes, c'était un objectif très important, à commencer par Paris. Je suis persuadé que cette reconquête est possible à condition que nous ayons un accord politique avec nos partenaires de l'UDI et que cet accord tienne. Alors au-delà de cette élection interne à l'UMP, il faudra qu'on travaille très solidement sur nos objectifs politiques. D'accord. Et vous faites appel, par exemple, à Jean-Louis Borloo pour les municipales à Paris en 2014 ? Je dis que c'est, selon les sondages, après François Fillon, le meilleur candidat. Très bien, voilà. Merci, messieurs. La question du Nevelops.com aujourd'hui, faut-il organiser à l'UMP un nouveau scrutin? Alors, vous avez répondu oui à 60%, non à 33%. Dossier à suivre. À 19h22, toujours pas de fumée blanche au-dessus du siège de l'UMP, peut-être pour les minutes qui viennent, on le verra. Hein, ça viendra. Allez, François Hollande, il y a quelques instants, devant les maires de l'Outre-mer qui étaient réunis à l'Hôtel de Ville de Paris, cela à la veille du Congrès des maires de France, alors que l'Union européenne envisage de réduire les aides pour les collectivités et départements ultramarins, eh bien le chef de l'État a fustigé les pays qui viennent chercher leur chèque, dit-il, leur rabais, leur ristourne, cela donc à 3 jours de l'ouverture d'un sommet qui doit statuer à Bruxelles. Mathilde Bélanger. Les communes d'outre-mer face à la crise et dans ce contexte déjà difficile, les prochaines échéances européennes sont une source d'inquiétude supplémentaire. Le Conseil européen pourrait en effet diminuer de 43% l'allocation spécifique aux RUP, les régions ultra-périphériques de l'UE. Cette aide représentait 482 millions d'euros sur la période 2007-2013. Pour les élus d'outre-mer, c'est une catastrophe. C'est extrêmement grave parce que c'est quelques bonnes centaines de milliers d'euros qui vont nous manquer dans toutes les actions que nous menons. Et donc forcément, nous sommes très malheureux de cette affaire et nous allons tous monter au créneau. Autre source d'inquiétude, la possible disparition de l'octroi de mer. Cette taxe spécifique aux régions d'outre-mer françaises bénéficie d'une autorisation spéciale de l'Europe jusqu'en 2014. Elle pourrait être supprimée au nom du marché unique. Ces questions étaient débattues cet après-midi au Sénat. 2 résolutions ont été adoptées à l'unanimité. L'objectif, défendre les spécificités de ces régions dans l'Union européenne. Nous avons un certain nombre de problèmes qui ne semblent pas, à ce jour, être pris en compte par l'Europe, par la Commission européenne. Par conséquent, nous disons que nous avons droit à dérogation
Le traité européen prévoit un droit de dérogation de l'article 349 et nous devons donc que l'on mettre en œuvre cet article-là de façon à prendre en compte les réalités spécifiques de chaque RUP. François Hollande s'est exprimé cet après-midi face aux élus d'outre-mer. Il leur a dit vouloir défendre ces financements spécifiques. Voilà, donc Georges Patient, sénateur socialiste de Guyane, est avec nous. Bonjour. De retour de l'Hôtel de Ville, évidemment. Pourquoi toutes ces attentions du chef de l'État pour l'outre-mer ? Mais je crois qu'il a pris conscience de la réalité des Outre-mer, de la chance des Outre-mer pour la France, et qu'il est dans le cadre des engagements également qu'il a pris pendant la campagne pour les Outre-mer. Bon, et est-ce qu'il a pris conscience à la lecture des résultats électoraux, parce qu'il a quand même triomphé partout en Outre-mer, François Hollande, lors du scrutin présidentiel? Vous avez raison, c'était un triomphe, d'autant plus que c'était pas forcément gagné dans tous les départements régions, alors que là, ça a été un carton un carton plein, ce qui correspondait aussi à une forte attente des Outre-mer, qui avait quand même été déçue par le précédent gouvernement. Oui. Et c'est pour ça que, par exemple, vous bénéficiez de passe-droit, j'ai envie de dire, avec le maintien des fameuses niches fiscales profitant à l'outre-mer et accessoirement aux contribuables les plus riches de métropole. Je m'attendais à ce que vous me posiez cette question. Ah oui. Elle est posée par la Cour des comptes qui dénonce une véritable gabegie, vous le savez. Non, mais il faut quand même relativiser. Il faut voir le véritable objectif de cette défiscalisation. Objectif qui est atteint, je vais le démontrer avec un collègue sénateur de droite, tout l'intérêt qu'il fallait porter pour l'instant toujours sur la défiscalisation. S'il y a défiscalisation, il faut être clair et net. La Guyane en profite, par exemple. La Guyane en profite, c'est parce que... Quel est le taux de chômage en Guyane? Le taux de chômage, dernièrement communiqué par l'INSEE, était de 21-22%. Mais il faut savoir que c'est une moyenne et que le chômage des jeunes dépasse 50%. Le chômage des femmes aussi. À La Réunion, on est à plus de 60%. Donc le président de la République... est dans le cadre des engagements qu'il a pris pour les Outre-mer, par le maintien de la défiscalisation pour permettre aux entreprises d'avoir une plus grande stabilité. C'est vrai que ça peut bénéficier à un certain nombre de contribuables, mais c'est un mal nécessaire, si je peux m'exprimer ainsi, pour l'instant. D'accord. Alors, il y a une autre inquiétude qui émerge aujourd'hui, ce sont les allocations spécifiques, on l'a dit, de l'Union européenne. Et c'est vrai que lorsqu'on se promène dans les territoires, les collectivités d'outre-mer, M. Patient, on s'aperçoit qu'il y a de magnifiques réalisations avec des panneaux financés par l'Union européenne. Et il y a une menace. Il y a une menace dans le cadre des dispositions globales qui seront prises à l'échelle de l'Europe. Beaucoup d'États répugnent à apporter leurs dotations, ou bien quand ils apportent un certain montant, ils voudraient les récupérer pour leurs propres États. Bien sûr. Et là, il y a une négociation importante qui se fait. Là, il y a une négociation importante. La Grande-Bretagne qui veut sa ristourne. Et ce qu'il y a d'important, c'est que, contrairement aux années antérieures, où l'accent sur le plan français était mis uniquement sur la PAC, la politique agricole commune, là, le président de la République a assuré qu'il mettrait autant de force à maintenir les fonds de cohésion, les fameux fonds structurels, dont une partie va aux régions ultrapériphériques. Il mettra autant de force à soutenir également cette politique de cohésion, ce qui a été très applaudi d'ailleurs cet après-midi. Très bien, merci beaucoup. On connaît l'importance des financements européens pour les Outre-mer. Sans subvention européenne ou nationale, par exemple la Guyane n'existerait pas? Très très certainement, parce que on peut considérer que le chiffre pour la Guyane, lors du précédent contrat de plan 2007-2013, enfin qui finira en 2013, c'était une somme d'environ 500 millions d'euros dévolue pour la Guyane. Merci à vous, Georges Patient, d'être venu ce soir. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk. Je vous retrouve demain dès 18h avec Preuve par 3. Notre invitée sera la ministre du Commerce extérieur, Nicole Bricq. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Parlez-moi d'ailleurs. Bonsoir. L'on s'adressera à moi en respectant mon sexe et ma féminité, en disant Madame la ministre et en parlant de la représentante du gouvernement.
Je ne me suis jamais interdit de faire quelque chose sous prétexte que c'était un milieu d'homme ou une carrière d'homme ou une trajectoire d'homme. Comment vous avez trouvé le look d'Édith Cresson? Est-ce que vous avez aimé sa veste pied de poule et sa façon de retrousser les manches avant d'attaquer? Écoutez, moi ça m'ennuie beaucoup, vous me parliez de ça, parce que je crois que Édith Cresson est Premier ministre, et c'est le Premier ministre que l'on a jugé. Le reste, les détails vestimentaires, on peut parler. Vous voulez qu'on parle de votre cravate, en fait? Moi j'ai vu des grands hommes politiques et non des moindres aller dans certains pays et faire des discours de leçons. Voilà, en disant qu'une démocratie, qu'une civilisation ne pouvait pas exclure les femmes aux responsabilités. Alors comme j'ai dit très récemment, alors chiche. Madame la Ministre, samedi à 22h sur Public Sénat.